Bonjour à tous. J'attends 1 ou 2 minutes que tout le monde se connecte. Bienvenue à tous à ce premier webinaire du GPRI. Déjà, je vous remercie d'être présents et de vous être inscrits aussi nombreux. On est un peu flattés et étonnés du nombre de personnes présentes aujourd'hui. Donc, comme vous avez pu voir le programme, vous allez avoir pour cette certification sur en tout cas les critères qui concernent la prévention du risque infectieux. 3 points de vue, le point de vue du praticien hygiéniste, le point de vue de l'infirmière et ensuite le point de vue du qualiticien. Donc, sans trop attendre, je vais donner la main à Delphine. Je vais demander aux autres de couper leur caméra et leur micro et je laisse la parole à Delphine. Bonjour à tous, vous m'entendez, c'est bon? C'est très bien. Donc je vais ouais, super, merci. Donc je vais commencer par un premier point assez rapide sur les critères attendus pour la prévention du risque infectieux pour la certification V 2020. Donc ce point, il va pas du tout détailler ce qu'on attend de nous, parce que le but est vraiment d'avoir des retours d'expérience, mais au moins de vous apporter les bases et des éléments pour continuer sur les autres présentations. Donc tout d'abord, si ce n'est déjà fait, vous pouvez télécharger le manuel. Donc vous avez le lien ici de la HAS, donc certification des établissements de santé pour la qualité de soins, donc qui est très complet et dans lequel vous trouverez toutes les informations dont vous avez besoin pour préparer la certif et les attendus également de la certification. Donc ce manuel, il est séparé en critères dits impératifs et standards. Et chaque critère est séparé en partie patient, équipe de soins et établissement. Donc attention, parce que certains critères sont spécifiques à certaines activités. Donc je pense notamment à la maternité, au bloc opératoire, à la psychiatrie, etc. Donc ne pas paniquer, tous les établissements ne sont pas concernés par tous les critères. Et évidemment, tous les critères ne concernent pas le risque infectieux. Vous avez 2 critères impératifs pour le risque infectieux et 5 critères standards, donc que je vais détailler dans la diapo juste après. Là, je vous ai mis la méthode que les experts visiteurs vont utiliser lors de la visite. Donc, je vous ai mis les pages à chaque fois pour que vous retrouviez facilement dans le manuel les critères et les méthodes. Donc, la méthode, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que vous avez les définitions dans à la page 20-21 du manuel. Donc, mais ils vont utiliser des méthodes de patient traceur, parcours traceur, le traceur ciblé, l'audit système et l'observation. Donc, ça peut faire un peu peur quand on ne connaît pas, mais une fois que vous serez dedans, ça ira mieux. Donc, il faut surtout retenir qu'ils sont très dans le dialogue avec le patient, les soignants aussi, et également ils sont très dans l'observation. Donc, au niveau des critères impératifs, donc on a les équipes maîtrisent le risque infectieux en appliquant les précautions standards et complémentaires. Et les équipes maîtrisent les bonnes pratiques d'antibioprophylaxie liées aux actes invasifs. Donc là, c'est tout ce qui est surtout lié au bloc opératoire. Donc si vous n'en avez pas, vous n'êtes pas concerné. Ensuite, dans les critères standards, nous avons tout ce qui est autour de l'hygiène des mains, tout ce qui est autour du traitement et du stockage des dispositifs réutilisables. Donc, je pense notamment à l'endoscopie, aux instruments chirurgicaux, mais aussi aux dispositifs médicaux qu'on va utiliser dans les services. Ensuite, nous avons tout ce qui est lié les bonnes pratiques autour des dispositifs invasifs. Donc là, c'est surtout le risque d'accident d'exposition au sang qui va être concerné.
Le point 15, ça va être tout ce qui est lié aux pratiques péropératoires. Donc là également, ça vous concerne seulement si vous avez un bloc opératoire. Et enfin, le dernier, c'est sur les recommandations autour de l'obligation vaccinale pour les professionnels de santé. Donc c'est surtout avec les médecins du travail que vous allez travailler, mais on est aussi impliqué notamment avec la vaccination contre la grippe. Donc je vais détailler à la fin ce qu'on appelle par critère impératif et en quoi ça se distingue du critère standard. Donc pour chaque critère, vous avez une fiche détaillée, donc que ce soit critère standard et impératif. Donc ça fait quand même un assez gros manuel. Donc là, je vous ai mis les deux fiches pour les deux critères impératifs pour les risques infectieux. Donc tout ce qui concerne précautions standards et complémentaires, vous avez, et ce sera le cas pour tous les critères en fait, vous avez les éléments d'évaluation sur lesquels vont se concentrer les experts. Donc là, par exemple, pour le critère sur les précautions standards et complémentaires, vous avez tout ce qui va être patient, ce qu'on attend au niveau des patients, des professionnels et de la gouvernance. Donc, ils vont pouvoir faire un patient traceur, un traceur ciblé et également de l'observation. Donc, vous avez tout détaillé à chaque fois pour chaque critère. Et enfin, si vous êtes concerné par tout ce qui touche aux pratiques d'antibioprophylaxie, là, ils peuvent faire seulement qu'un traceur ciblé. Donc, vous avez les méthodes utilisées et les descriptifs de ce qu'ils attendent lors de leur passage. Donc à la fin de toute cette visite, vous serez donc, ce ne sera pas donné immédiatement, hein, vous aurez un retour, différents retours lors de la certification, puis une réunion finale à la fin, et c'est quelques semaines après qu'on vous donnera votre certification ou non. Donc pour être certifié, il faut être minimum vert clair. Donc ça veut dire que votre score global doit être inférieur ou égal à 50%. Donc là, je reviens sur ce qu'on attend d'un critère impératif par rapport à un critère standard. Le critère impératif, en fait, il faut que il peut y avoir des déclenchements de fiches anomalies s'il y a 0% de conformité lors d'une observation. Donc ça ne veut pas dire que si vous avez 0% de conformité lors d'une observation, vous n'allez pas être certifié. Ça veut dire qu'en fait, ils vont aller plus loin dans leur évaluation de ce point-là. Alors, il faut aussi ne pas paniquer parce que c'est pas parce que vous avez 0% à une observation que vous ne serez pas certifié. C'est le score global qui est pris en compte de l'établissement, tout donc critère par critère, mais également avec l'ensemble des critères. Voilà, on pourra répondre aux questions plus tard si vous en avez sur ce petit point rapide sur la certification. Donc, si c'est OK, je vais passer à mon retour d'expérience. Donc là, je vais vous présenter le point de vue du praticien. Donc moi, je suis praticien en hygiène depuis peu de temps et j'interviens sur l'hôpital de Villefranche-sur-Saône et de Trévoux. Et là, je vais vous parler de l'expérience de l'hôpital de Trévoux. Donc Trévoux, c'est un petit établissement qui est situé à 35-40 km au nord de Lyon, dans l'Ain, donc à proximité du département du Rhône, et qui fait partie en fait d'un ensemble d'hôpitaux qu'on appelle l'hôpital Nord-Ouest. Donc on a 5-6 établissements qui font partie de cet hôpital, de ces hôpitaux, pardon. Et l'hôpital support est celui de Villefranche-sur-Saône. Donc on a environ 160 lits de MCO, SSR, USLD. Donc au niveau du MCO, on a de la gériatrie, de la médecine polyvalente et des soins palliatifs, ce qui est également le cas pour le SSR. On a les mêmes spécialités en SSR et MCO. Donc on est répartis en 6 services. On n'a pas de bloc, pas de chirurgie, pas de maternité et pas de psychiatrie. On a également environ 180 lits d'EHPAD. Donc pour la certification V 2020, c'est seulement le sanitaire qui est concerné. Donc l'EHPAD ne l'est pas. C'est une autre certification pour l'EHPAD. Donc je vais reprendre un peu le contexte de mon arrivée sur l'établissement. Donc je suis arrivée début décembre 2021 et j'ai 20% de temps sur Trévoux. Et il n'y avait plus l'IDE hygiéniste depuis novembre. Et je suis arrivée le jour d'activation du plan blanc sur les établissements de l'hôpital Nord-Ouest. Donc c'était le début de la 5e vague Covid. Donc en gros, de décembre 2021 à mars 2022, donc, qui correspond à l'arrivée d'une nouvelle IDE à 50%, j'ai géré la crise Covid avec des épisodes de cluster qui se sont succédés. En mars 2022, c'est là aussi où on a eu
les dates définitives de notre certification, donc qui avait lieu sur la semaine de fin mai début juin, donc en plein congrès SF2H. Voilà. Donc là, on s'est posé des objectifs avec notre IDE hygiéniste, c'était de préparer la certification en quelques semaines. Et on a également pris conscience qu'on ne pourra pas tout faire sur ce laps de temps. Donc, on a priorisé les actions à mener. Je vais vous détailler la suite. Donc, si je reprends juste les critères que je vous ai présentés juste avant. Donc, au niveau des critères impératifs, on était seulement concerné par celui sur les précautions standards et complémentaires, parce qu'on n'avait pas de bloc opératoire. Et pour les critères standards, donc on avait tout ce qui était hygiène des mains, mais comme pour tous, traitement et stockage des DM réutilisables, tout ce qui est risque AES et enfin tout ce qui est obligation vaccinale. Donc là, je vais vous détailler les actions qu'on a mises en place sur ces quelques semaines et ensuite vous apporter mes conclusions sur ce retour d'expérience. Donc tout d'abord, on a réalisé des états des lieux des services, donc à savoir que ces états des lieux avaient été initiés en novembre 2021 avec un seul service, donc il restait 5 services à faire. Donc l'objectif qu'on s'est donné, c'était de terminer avant fin avril ces états des lieux avec rendu et plan d'action communiqués au service. Donc, je vais vous présenter la grille rapidement ensuite, mais l'objectif c'était de se concentrer sur l'environnement et les circuits du service et non sur les soins au lit du patient. À savoir aussi, c'est que comme on travaille avec plusieurs hôpitaux, la grille avait déjà été créée par l'équipe de Villefranche, donc c'est vrai qu'on n'a pas eu besoin de temps pour préparer la grille, juste se l'assimiler. Donc l'objectif, c'était mettre en lien les protocoles et les pratiques selon les recommandations que nous donnions et vérifier qu'il y avait bien les protocoles spécifiques à ce qui se faisait autour de l'activité du service. Augmenter la collaboration entre les unités d'hygiène et les services de soins. Donc, comme on passe une demi-journée sur le terrain, ça permet de rencontrer les cadres, les soignants, et donc de mobiliser l'ensemble des professionnels du service qui étaient présents, et non seulement les référents en hygiène qu'on a l'habitude de voir lors de réunions quotidiennes. Et enfin, c'était d'établir un plan d'action spécifique à chaque service afin de mettre en évidence les points de vigilance pour les services. Donc, il y avait des actions rapides à mener, puis des actions à plus long terme, évidemment. Donc là, je vous présente la grille très rapidement. Donc, on avait une partie sur tout ce qui était hygiène des mains et notamment la présence de solutions hydroalcooliques, que ce soit sur des supports muraux ou sur les chariots de soins. Donc, est-ce qu'ils étaient disponibles? Est-ce que les dates étaient bien marquées sur les flacons, etc. Ensuite, il y avait tout ce qui concernait le circuit déchets et linge sale, donc autour des locaux de stockage. Est-ce que les logos de DASRI étaient présents? Est-ce que le tri était bien fait? Est-ce qu'il n'y avait pas de stockage au sol? Voilà, donc vous aurez les diapos normalement par la suite, donc je vous laisserai lire en détail les points. Au niveau de la salle de soins, on s'est surtout concentré sur ce qui était la gestion des accidents d'exposition au sang. Donc, est-ce que l'affichage sur la conduite à tenir était bien en place? Est-ce que dans le service, les boîtes à objets perforants étaient bien sur un support non trop rempli pour éviter pour bien les fermer? La salle de décontamination, le retour de soins selon les services, est-ce que les produits utilisés étaient les bons? Est-ce que il y avait bien des vidoirs propres et accessibles, etc. Tout ce qui était local bassin et gestion des excrétas, donc au niveau des chambres. Donc c'était toute la gestion du lave-bassin, la maintenance, la propreté, mais également dans les chambres, la présence de douchettes qui peuvent persister. Dans les locaux de stockage de matériel et de ménage, vérifier l'absence de carton, de stockage au sol qui peuvent éventuellement entraîner un nettoyage mal réalisé. Également tout ce qui concernait la traçabilité dans le service. Après, on avait tout ce qui concernait le linge propre. Est-ce qu'il était bien dans un local avec porte fermée? Est-ce qu'il était bien filmé, etc. Les chariots de nursing, donc est-ce qu'il n'était pas trop chargé? Est-ce que le matériel était adéquat? Est-ce que l'entretien était tracé? L'office alimentaire qui tournait surtout autour de l'entretien des frigos et la traçabilité de la température. Et enfin, les points d'eau. Donc, est-ce que les points d'eau étaient bien entretenus? Est-ce que l'entretien était bien tracé? Est-ce qu'il y avait une présence de fontaine également dans le service?
Donc là, pour ces états des lieux, ils ont été réalisés donc par mon IDE hygiéniste en collaboration avec la cadre de Villefranche. Donc il y avait toujours la cadre du service ou un professionnel du service qui les accompagnait également. Donc voilà pour la première action qu'on a menée, qui était quand même assez chronophage et qui a demandé beaucoup de travail par mon équipe. Ensuite, nous avons mis à jour les affiches des précautions complémentaires d'hygiène. Donc ça peut paraître un peu étrange, mais celles qu'on avait étaient très vétustes en fait et n'étaient plus forcément à jour. Donc c'est un travail qui a été fait également au niveau de l'ensemble des hôpitaux Nord-Ouest. Donc là, vous avez par exemple, je vous ai mis le modèle qui a été fait pour les précautions complémentaires contact. Donc on a ciblé des affiches assez épurées et concernant professionnels, visiteurs, patients, résidents. Les protocoles ont suivi, on n'a pas eu le temps de tout mettre à jour en même temps, mais les protocoles ont suivi. Par contre, ce que nous avons créé au niveau de l'équipe, c'est un mémo qui reprend les précautions complémentaires d'hygiène, donc quel type de pays, quelle filière déchets, quelle filière de nettoyage selon les précautions qu'on met en place. Donc ça, a été rassemblé dans un classeur que notre IDE a présenté aux équipes, ce qui lui a permis de refaire un point et de former les professionnels sur les précautions complémentaires d'hygiène. Ensuite, nous avons réalisé un audit sur les prérequis à l'hygiène des mains et la tenue. Donc, on les a réalisés le jour de la journée mondiale de l'hygiène des mains, le 5 mai. Donc, avec mon IDE et moi-même, nous avons réalisé les audits sur les 6 unités. Donc, il y avait une observation par soignant. Donc, tout soignant qu'on croyait dans le service, parce que IDE, aide-soignant, médecin, les psychologues également, les diététiciens. Et ce qui était intéressant, c'est que c'est extrêmement rapide. Donc, en quelques secondes, vous faites votre observation et on a choisi de faire un retour direct sur les non-conformités aux soignants et donc ça nous a permis également de les former à ce moment-là. Sur la journée également, nous sommes revenus dans les services pour les postes qui étaient en 8 heures. Donc, on est passé 2 fois dans les services pour les postes en 8 heures et une fois pour le service qui était en 12 heures pour avoir le maximum de professionnels inclus dans l'audit. Sur la journée du 5 mai et celle du 13 mai, on a également réalisé une formation hygiène des mains avec les caissons pédagogiques. Donc là, par contre, il y avait un horaire déterminé par service. Donc, on a évidemment eu moins de professionnels, mais c'était déjà une bonne chose. Donc là, je vous ai mis la grille pour si vous le souhaitez. Donc là, c'est nous qui l'avons créé très rapidement. Ça peut se faire très rapidement et je pense que vous pouvez retrouver un modèle assez facilement également sur les différents sites de la SF2H ou du REPIAS, ou même de vos CEPIAS. Donc, on a rendu ensuite les résultats de l'audit. Donc, on a choisi un modèle très visuel, en fait, pour que les soignants puissent voir très facilement et bien assimiler les informations. Donc, on a présenté la conformité globale, la conformité par item, et également, je ne sais pas si vous voyez très bien en bas, c'était la conformité par soignant selon les items, pour qu'aussi soit pointé ce qui n'allait pas forcément dans les catégories professionnelles. Donc voilà pour nos missions principales. Après, ce qu'on a fait également, c'est que j'ai mis à jour le plan local de maîtrise des épidémies. Donc, en fait, notre dernière version datée de 2009 était ciblée sur la pandémie de grippe H1N1, donc qui n'était plus du tout adaptée à ce qui a été vécu ces dernières années avec le Covid. Donc, il y a une mise à jour de réaliser avec adaptation à tout micro-organisme qui pouvait causer des épidémies, mais également toute situation évocatrice d'un début d'épidémie, donc que ce soit pour la grippe, le Covid, les BHRE, etc. Donc voilà. Et ensuite, on a une très bonne collaboration avec la qualité, qui a créé de son côté des fiches mémo par critères. Fiches mémo qu'on a validées pour les critères du risque infectieux et qui ont également créé un quiz que la qualité a fait avec les équipes, sur tous les critères. Donc pour nous, c'était risque infectieux, évidemment. Donc ces fiches mémo ont été créées également au niveau de l'hôpital Nord-Ouest sur la base du manuel et des fiches pédagogiques de la HAS. Ensuite, la qualité a également créé un tableau de bord avec les indicateurs distribués au service, donc pas que sur les indicateurs liés au risque infectieux. Donc nous, on avait l'ICSHA qui était représenté dedans. Donc c'était l'ICSHA 2019 parce qu'en 2021, les données étaient sur 2019 et non sur 2020.
Donc, le jour J, ce qui s'est passé, c'est que déjà notre planning a été validé 3 semaines avant la certification. Donc, ce qui permet quand même de s'organiser. Donc, vous verrez que la qualité valide le planning avec les experts. Donc, s'il y a des petites adaptations, vous pouvez très bien les communiquer à la qualité selon votre planning à vous. Donc, nous, on a eu 2 traceurs ciblés sur la prévention des infections associées aux soins, précautions standards et précautions complémentaires. Donc, on en a fait un avec l'équipe des soins palliatifs qui a duré environ 1h15. Et le deuxième était sans notre présent. Donc là, c'était avec le service de court séjour gériatrique. Donc, ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, l'expert suit sa grille. Il a une grille de suivi et il suit cette grille et il pose des questions. Alors, dans chaque item, il y a plusieurs points abordés. Et si un des points, vous répondez non, il ne peut pas mettre oui à la question. Par contre, il a la possibilité de décrire sa réponse et pourquoi il a mis non. Voilà, donc c'est pas non plus catastrophique si vous avez non. Nous, on a bien pris le temps d'expliquer le contexte de l'OH, que c'était une nouvelle équipe, qu'on n'avait pas forcément tout l'historique. Donc ça a été très bien entendu par les experts. On n'a pas eu de soucis à ce niveau-là. Et c'est vrai que parfois on nous a posé des questions, on ne connaissait pas la réponse parce que comme je viens de le dire, on n'avait pas forcément l'historique de ce qui s'était passé les dernières années sur l'établissement, mais on a pu donner ultérieurement ces réponses à l'expert avant la fin de la certification. Ensuite, moi j'ai assisté à un audit système maîtrise des risques et dynamique d'amélioration. Donc là, c'est un audit où vous êtes en présence de tous les représentants des risques sur l'hôpital. Donc au niveau du risque infectieux, il n'y a eu aucun souci. Donc là, ça se relie au plan de maîtrise des épidémies que j'ai présenté juste avant. Donc les limites qu'on a eues, je dirais que déjà on a eu peu de temps effectif parce qu'au total, on a eu IDE plus praticien 70% d'équivalent temps plein par semaine pour préparer cette certification dans un contexte de restructuration de l'équipe, donc qui n'était pas forcément évident parce qu'on ne se connaissait pas forcément, on n'avait jamais travaillé ensemble. Et un petit regret aussi qu'on a eu, c'est qu'on n'avait pas forcément assimilé nos indicateurs. Donc on a eu, voilà, la qualité avait communiqué dessus, mais c'est vrai qu'on aurait pu encore mieux communiquer aux équipes et c'est ce qui nous a été un peu reproché, que les équipes ne connaissaient pas, notamment leur consommation de solutions hydroalcooliques. Ensuite, les points positifs, c'est que tous nos critères ont été atteints pour notre EH. Donc voilà, ça c'est très bien pour nous. Après, évidemment, on est un établissement de petite taille, on n'est pas concerné par tous les critères, donc c'est vrai que ça a été plutôt, c'est quelque chose de positif pour nous, parce qu'on a vraiment pu se concentrer sur le terrain et les bases. Également, on a vu un travail commun avec les établissements de l'hôpital Nord-Ouest, donc on avait déjà des grilles qui avaient été créées et qui avaient déjà été testées. Et ensuite, on a une très bonne collaboration avec la qualité et les services de soins, donc ce qui a également facilité nos interventions. Donc, pour finir, c'était quelques petits messages que je souhaitais vous communiquer. Donc, déjà, nous, on avait un contexte particulier, comme je viens de le dire, où on ne se connaissait pas, où on venait d'arriver. Mais si votre équipe est déjà structurée et que vous avez déjà réalisé pas mal de choses, en fait, le travail de la certification, c'est le travail de routine que vous faites au quotidien. Donc évidemment, il y a des petites choses qu'on va accélérer, qu'on va mettre en place, mais voilà, il ne faut pas plus paniquer que ça autour de cette certification. Également, comme je viens de vous le présenter, on peut quand même faire beaucoup de choses en peu de temps. Donc c'est vrai qu'on met de côté d'autres choses, mais voilà. Donc il ne faut pas hésiter à utiliser des outils déjà créés à adapter, donc soit sur les plateformes des collègues, soit directement communiquer avec vos collègues que votre réseau pour avoir des grilles. La certification, ça permet quand même de créer des liens avec les services et au sein de son équipe. Donc nous, ça nous a permis de se connaître très rapidement et en fait d'apprendre à travailler ensemble très rapidement. Donc ça s'est très bien passé, donc tant mieux pour nous. Faut pas également hésiter à retourner dans les dossiers si vous ne savez pas répondre à une question de l'expert. Ils acceptent des retours même après la fin de la certification, en fait, jusqu'à ce qu'ils établissent leur rapport. Vous pouvez leur faire des retours. Donc faut pas non plus prendre trop de temps, mais il n'y a aucun souci pour ça. Et s'il y a des remarques, des points améliorés, il faut pas le prendre comme une punition, mais se servir de cela pour améliorer son travail et se mettre des nouveaux projets pour l'équipe. Voilà, je vous remercie de votre attention. Merci Delphine.
Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va enchaîner les présentations qui restent et après, on aura un temps vraiment de questions-réponses à vous consacrer. Alors, on a déjà eu deux petites questions, notamment sur l'accès aux slides. Donc, oui, vous aurez accès aux slides après le webinaire. Et notamment, vous aurez aussi un lien pour voir le replay sur YouTube. Donc, je vais passer maintenant la parole à Mélanie Manarin de l'hôpital privé du Confluent, qui va nous faire son retour d'expérience d'infirmière hygiéniste. Vas-y Mélanie, c'est à toi. Bonjour à tous. Hop. On t'entend. Oui, vous m'entendez? Mon établissement, donc l'hôpital privé du Confluent, donc il fait partie du groupe Vivalto. Sur l'établissement, il y a plus de 1000 salariés, 200 médecins libéraux, quelques médecins aussi qui sont salariés. L'établissement a 17 services, donc vous avez de la médecine, de la chirurgie orthopédique, chirurgie digestive, gynécologique, vasculaire et thoracique. On a aussi des services de soins intensifs, de chimiothérapie, d'oncologie. Notre établissement a 28 salles d'intervention, ainsi que 4 salles de réveil. On fait également de la radiothérapie, de la médecine nucléaire et on a un service d'urgence qui accueille environ 30 000 passages années. Sur l'établissement, on a plus de 500 lits d'hospitalisation et d'ambulatoire. Donc, je voulais vous présenter un petit peu notre équipe d'hygiène. Donc, actuellement, sur l'équipe, on a 30%, un 0,3 ETP de praticiens hygiénistes, un ETP cadre hygiéniste et une infirmière hygiéniste. À savoir que moi, pour vous faire un petit retour, quand j'ai pris mon poste en tant qu'infirmière sur l'équipe d'hygiène, je suis arrivée en juin 2020, donc juste après la première vague. J'ai eu en fait une expérience avant sur du coup le Covid, ce qui m'a permis après de pouvoir mieux ajuster sur les équipes par la suite dans la gestion de la crise sanitaire. À savoir que quand je suis arrivée sur l'équipe d'hygiène en juin 2020, il n'y avait que il y avait un 0,5 ETP de praticiens. Je vous ai fait un petit retour sur l'effectif du coup depuis 2017 pour vous montrer en fait que depuis 2017 l'équipe d'hygiène est plutôt en sous-effectif. C'est-à-dire que normalement on devrait être à 2,5 ETP au total et on était souvent en deçà des 2,5 ETP sur l'équipe. Quand je suis arrivée sur l'équipe d'hygiène, j'ai pu être formée pendant 6 mois sur l'équipe. Et ensuite, je me suis retrouvée toute seule avec le praticien. Ma cadre hygiéniste était partie en congé maternité. Cette expérience a été bénéfique pour moi sur ce temps de formation pour envisager la suite, parce qu'il y avait cette préparation de certification. J'ai pu également m'appuyer sur mon expérience de 10 ans aux urgences, aux soins intensifs et post-chirurgie sur l'hôpital. Donc, je maîtrisais plutôt bien l'établissement, les différents circuits, ainsi que quelques passages au bloc opératoire ponctuels. Et j'ai été également correspondante hygiène sur les 5 dernières années de mon poste aux soins intensifs. Donc, j'avais quelques petites notions.
Donc, concernant la chronologie de la préparation de la certification, donc ça a démarré sur plutôt une appropriation des critères. Donc, le premier trimestre 2021. J'ai travaillé en collaboration en fait avec la qualité, où j'ai découvert en fait tout ce monde de la gestion des risques. Pour moi, c'était totalement inconnu. Donc, j'ai été très bien accompagnée par la qualité. On a pu analyser aussi les attendus de la HAS selon le manuel de la certification. Donc, il a fallu du coup vraiment s'approprier tout ça. Les points, on a fait des points réguliers aussi avec la qualité pour assurer le suivi et l'appropriation de ces critères pour pouvoir établir une planification malgré la crise Covid, parce que en premier semestre 2021, c'était très compliqué sur l'établissement. On a eu pas mal de clusters, donc il a fallu assurer le quotidien et assurer une préparation de certification, sachant que le praticien hygiéniste est parti fin mars 2021, et je me suis retrouvée seule sur l'équipe d'hygiène pour préparer cette certification avec la qualité. Donc ensuite, il y a eu cette étape en fait d'auto-évaluation, d'observation avec audit blanc qui a été fait aussi sur le terrain. Donc ça s'est déroulé plutôt sur le second semestre 2021. C'est un petit peu débordé sur le second trimestre, pardon. C'est un petit peu débordé sur le troisième trimestre. Donc, on a essayé d'articuler notre plan d'action qui est annuel sur l'équipe d'hygiène avec les critères attendus pour voir déjà établir le type d'audit qu'on pourrait faire par rapport aux critères où on se sentait moins, où on était moins efficace actuellement sur le terrain. Ensuite, on a fait des audits à blanc. Donc, on a créé des grilles d'audit en fonction des critères attendus à l'HAS. On a fait aussi pas mal d'observations sur le terrain, avec beaucoup d'échanges avec les professionnels sur le terrain, sur les problématiques qu'ils pouvaient rencontrer pour établir les actions à mener ensuite. Donc, on a ciblé par rapport au niveau du critère du risque infectieux. Les audits observationnels et les questionnaires ont permis ont été ciblés sur les critères impératifs. Donc, je vais pas revenir sur ce qu'a dit Delphine, qui était très très bien expliqué. Du coup, donc on a beaucoup axé effectivement sur les précautions standards, avec notamment l'hygiène des mains, où il y avait des grosses difficultés suite à la crise sanitaire, où il y avait des problématiques d'approvisionnement. Et notamment du reflaconnage qui pouvait être pratiqué. Donc, on a tout remis à plat avec les bonnes recommandations, les bonnes pratiques, notamment la datation des flacons, qui était du coup devenue, qui était perdue. Et nous avons aussi axé sur les précautions complémentaires qui étaient plutôt déjà bien maîtrisées sur l'établissement. Donc, ça a été surtout des rappels, et notamment par rapport au Covid, parce qu'avec le Covid, il y a eu tellement de prise en charge de précautions complémentaires Covid qu'ils ont oublié un petit peu les notions des autres précautions. On a axé également sur les dispositifs réutilisables. Donc, on a passé un petit peu en revue tout ce qui était endoscopie, notamment, et un petit peu la stér. On a eu moins de temps pour la stérilisation, mais tout ce qui était endoscopie est plutôt bien maîtrisé sur l'établissement. Nous avons 2 correspondants en coordination de lavage endoscopie, avec qui on travaille beaucoup. C'est eux qui assurent l'ensemble des prélèvements et qui assurent la traçabilité de ces dispositifs. Donc, ça a été plutôt juste refaire un point avec eux pour la certification. Là où il y a eu un travail également, ça a été sur l'antibioprophylaxie, où on avait on n'était pas encore assez à jour sur nos protocoles, même si c'était plutôt bien appliqué sur le terrain. Donc, il y a eu une revue des protocoles de l'antibioprophylaxie avec l'infectiologue et une anesthésiste qui
qui a pris en charge en fait l'antibioprophylaxie et a fait également un audit sur dossier pour l'antibioprophylaxie. Et le dernier point qui était pour nous important, c'était aussi la préparation cutanée. Nous avons pu faire quelques audits sur la grille audit SpeakMe de Préop de SpeakMe, pardon, qui a pu nous mettre en évidence certains points à améliorer sur la préparation cutanée. Donc au moment de la certification, ça a été des points qu'on a pu mettre aussi en avant sur le fait que ce sont des actions qui sont encore à mener et qu'on mène encore aujourd'hui. Sur l'audit externe, on a pu en réaliser un en septembre 2021. Du coup, cet audit, en fait, ça a été réalisé par des auditeurs externes à l'établissement. Donc, il y a eu hygiénistes et qualiticiens qui ont retracé la méthode traceur ciblé, parcours traceur, patient traceur, pardon. Ainsi que, du coup, ils ont utilisé la méthodologie de la grille HAS. Donc, cette grille a été reprise telle quelle et on a découlé ensuite un rapport qui nous a été remis en fait suite à un point à la fin de cet audit, qui en a extrait des points forts et des points à améliorer, ce qui nous a permis de réajuster ensuite sur le dernier trimestre avant la certification. Suite à cet audit, nous avons aussi créé, alors je fais un petit point là-dessus, un outil de communication en novembre 2021. Donc c'est un outil de sensibilisation par la création d'un support de type les incollables. Ce support a été distribué à l'ensemble des professionnels de l'établissement. Les rappels il y a eu des rappels en fait au sein de ce support, des rappels sur l'ensemble des critères attendus selon la grille HAS ainsi que les méthodes utilisées qui expliquaient les différentes méthodes durant cette certification. Donc chaque critère attendu a refait un point sur sa thématique. Et notamment nous sur le OH, pour le risque infectieux, on a fait un focus en fait sur les précautions standards, notamment la sémantique des précautions standards, et ainsi que sur les précautions complémentaires avec comment c'était tracé sur l'établissement, comment nous alerter. Donc on a aussi joint en fait à nouveau nos numéros pour nous alerter. On a fait aussi un point sur les dispositifs invasifs, donc tout ce qui est tracé, surveillé, réévalué et alerté. Et un petit point également sur les indicateurs, notamment l'ICHA. Donc, pendant toute cette année de préparation, il y a eu une mise à jour de la gestion documentaire. Donc, toujours en lien avec la qualité qui a pu me guider sur les éléments en fait à prioriser, sur les mises à jour à effectuer en priorité. Donc ça a été fait en parallèle des différents audits. Donc en fonction des audits, on a pu voir qu'il y avait des procédures qui n'étaient pas toujours à jour, ce qui a permis de les réajuster. Et elles étaient ciblées aussi en fonction des priorités à actualiser. Ensuite, il y a eu aussi le rassemblement des éléments de preuve. Donc ça, c'est plutôt déroulé entre décembre et janvier, donc plutôt à la fin. Donc on a rassemblé les différents audits qu'on a pu réaliser sur l'année, voire les années précédentes sur l'équipe, les actions menées ou qui étaient encore en cours pour aussi valoriser, les indicateurs auxquels on participe qui sont obligatoires et qui sont participatifs, notamment on a participé à PCC, à VAG, on a remis également ça en avant. Les suivis des prélèvements environnementaux et le taux de conformité en endoscopie, et aussi rassembler les comptes rendus de CLIN, les participations CREX et RMM, si jamais on avait des questions plus poussées. Donc vient le temps de la certification. Donc elle s'est déroulée chez nous du 25 janvier au 28 janvier. On a eu 5 experts visiteurs et 2 médecins qui étaient centrés patients, traceurs.
Donc ça, c'était seulement sur une journée et 113 critères applicables. Donc je vais pas revenir dessus, Delphine l'a très bien fait, notamment pour le risque infectieux, et 60 investigations réalisées. Donc pour cette thématique du risque infectieux, donc la méthode uniquement la méthode traceur ciblé, il y a eu 4 investigations qui a été faites. Donc la prévention des IAS, des infections de dispositifs réutilisables, la prévention IAS opératoire, précautions standards et précautions complémentaires et l'antibioprophylaxie. À savoir que pour le risque infectieux, le risque infectieux a été audité également par le biais d'autres méthodes d'investigation, telles que le patient traceur. En fait, les auditeurs, quand on allait sur le terrain avec eux pour la méthode du traceur ciblé, pouvaient aussi interroger, quand ils n'avaient pas répondu à toutes leurs questions, quand ils venaient avec nous sur le terrain, lors de d'autres investigations, d'autres méthodes d'investigation, ils pouvaient poser des questions du coup sur le risque infectieux aux professionnels en dehors et vice versa. Donc ensuite sur le traceur ciblé, donc c'est sur le terrain. Donc l'accompagnement on a beaucoup accompagné les experts visiteurs dans les services ciblés par une personne qui a été désignée par l'établissement. Donc c'était surtout, on a beaucoup accompagné sur le terrain, sur l'équipe d'hygiène. Le choix des services aussi a été laissé au choix de l'établissement. Donc là, nous, on a pu accompagner l'expert visiteur sur notamment les précautions complémentaires. On a été directement dans l'unité Covid qui était un service qui a été transformé en unité Covid suite à un cluster qui s'est déclaré une semaine avant la certification. Voilà, et on a eu aussi pas mal d'interrogations des soignants sur leur pratique au décours de ces investigations. Donc mon ressenti durant la certification, c'est plutôt que les experts étaient bienveillants. À chaque intervention pour un critère, les questionnements, il y a eu questionnement des accompagnants et des professionnels étaient également présents sur d'autres critères. Donc ça, je l'ai déjà évoqué. Et il y avait des points à chaque fin de journée avec des experts permettant de réajuster éventuellement pour le lendemain, notamment sur les précautions complémentaires. On a été voir sur le lendemain à nouveau dans un autre service où il y avait d'autres précautions complémentaires en dehors du cluster pour voir comment c'était sur le terrain. Et on a pu aussi avoir des moments d'échange avec les experts en dehors du terrain. On était plutôt isolés dans une salle où ils nous posaient des questions notamment sur le bloc opératoire avec la préparation cutanée. Donc mon ressenti à moi personnellement, ça a été cette préparation a été très très intense, très riche, parce qu'il fallait aussi gérer le quotidien, gérer la crise sanitaire et cette préparation de certification. C'était un défi. Pour le bilan de visite de la certification, donc sur le risque infectieux, les investigations se limitaient vraiment à l'agré HAS. Pour nous, il y a peut-être des biais aussi qui peuvent être liés au manque d'expérience des experts par rapport à la méthode V2020. Comme ils s'étaient pas forcément approprié bien les grilles, c'est vrai que les experts avaient tendance à avoir leurs grilles avec eux, pour certains en tout cas, avec qui on a pu passer, pour essayer de répondre à l'ensemble de leurs questions. Ils avaient besoin des fois de se replancher dessus pour voir s'ils avaient bien tout répondu et pouvaient poser des questions sur d'autres critères à ce moment-là. Et sur l'établissement, concernant le risque infectieux, on a eu 100% des critères atteints à cette certification. Donc moi, si c'était à refaire, une meilleure utilisation des outils déjà à disposition. C'est vrai qu'on a beaucoup créé de grilles par nous-mêmes, en essayant de s'inspirer de certaines grilles parce qu'on n'avait pas forcément besoin de tous les éléments sur certaines grilles.
Peut-être pourquoi pas utiliser la méthode de visite de risque et utiliser plus les outils de communication sur l'établissement qui sont déjà présents pour diffuser certaines informations. Pardon. On a pu diffuser certaines informations par un bulletin via la qualité. Donc, je pense que c'est des choses à étoffer, à améliorer et à utiliser. Et par rapport aux éléments de preuve, je pense que c'est important de les préparer au fur et à mesure et pour constituer son dossier au cas où il y ait besoin de regarder à nouveau les éléments demandés par les experts visiteurs. Merci. Merci Mélanie pour cette présentation positive. J'ai juste une petite question pour toi dans le vif du sujet pour Monia, même si on fera la plupart des questions plutôt à la fin. Concernant le traceur ciblé sur les dispositifs médicaux réutilisables, est-ce que c'était plutôt sur le parcours de l'endoscopie ou plutôt sur le parcours Blocksté où vous avez été on va dire, Alors nous, sollicité, interrogé, etc. C'était plutôt le parcours endoscopie. On a été directement avec l'expert visiteur en salle de lavage. Ils ont voulu voir les procédures, mais ça a été assez succinct. Ils ont posé aussi beaucoup de questions qui n'étaient pas forcément en lien avec le dispositif. Ils ont demandé si nos correspondants sur le terrain étaient formés via une formation spécifique endoscopie. Et savoir si ce sont eux qui formaient les nouveaux arrivants. Voilà, c'était surtout, c'était assez général. Ils sont pas trop rentrés dans le détail. Je sais pas si je réponds bien à la question, s'il y a peut-être d'autres. Bah écoute, on verra si la personne qui l'a posé nous en demande un peu plus. Du coup, on va quand même enchaîner avec le prochain, Monsieur Marion, qui est lui plutôt qualiticien, spécialisé en la qualité et qui du coup va nous faire également son retour d'expérience sur la certification donc de Chamonix. Alors, Monsieur Marion, vous êtes présentateur. Et vous pouvez normalement activer votre micro. Je vois pas mon écran. Voilà. Donc, c'est bon. bonjour à tous. Je vous laisse. C'est bon. Donc, bonjour à tous. Oui, donc je suis actuellement en fait chargé de mission qualité aux hôpitaux du Mont-Blanc à Salanches, hein, Haute-Savoie. Mais la présentation que je vais vous faire, en fait, ça concerne donc l'établissement où j'étais avant, parce que j'ai pas participé à la certification en fait de l'hôpital où je suis aujourd'hui. Voilà, c'est une structure privée, un hôpital privé de 250 lits MCO qui se situe également en Haute-Savoie et c'est une visite de certification en fait qui a eu lieu en septembre 2021. Donc en fait dans dans les 30 premiers établissements en fait qui ont passé la visite. Donc, comme on l'a dit, donc il y a un nouveau manuel, donc c'est des nouvelles méthodes qui ont déjà été présentées, et de nouvelles exigences à appréhender. Donc, il y a un postulat, en fait, c'est que cette nouvelle visite, il y a une implication accrue, en fait, des professionnels de terrain. Où est-ce qu'il est mon diapo ? Alors, chez nous, c'est affiché, on a une phrase pour l'instant. Ouais, mais moi, je vois plus mon diapo, en fait. Partage. Où est-ce qu'il est ? Ah, voilà. Donc, une implication accrue des professionnels de terrain. Et la difficulté, en fait, c'est comment faire dans un contexte de crise sanitaire. Hein, sortez de la première vague de Covid et dans un contexte de manque en fait cruel de ressources humaines. On n'avait pas le choix, hein, donc il fallait qu'on mobilise les professionnels. Donc l'objectif, c'était de les mobiliser sans les monopoliser.
On avait quand même une aide. Alors voilà, ce qui était vécu, un petit peu ce que disait Mélanie en fait, en disant oui, on a suivi la grille. En fait, c'est plutôt une aide puisque en fait, on sait les questions qui allaient être posées. Donc c'est vrai que c'est beaucoup plus facile à préparer. Donc la préparation, elle se fait à différents temps et à différents niveaux. Donc une phase de lancement à peu près un an avant la visite prévue. Donc avec par une définition, une planification des modalités de préparation par le comité, le COPIL qualité risque. Ensuite, toute une phase de communication aux instances pour dire on lance et voilà comment on va s'y prendre. Donc aussi bien en comité de direction, en CME, dans les instances thématiques. Voilà, le CLIN, le conseil de bloc. Et la communication aux professionnels en réunion de service, mais également sur la chaîne télé interne et le journal interne. Donc, en martelant justement qu'il y a des nouvelles méthodes, des nouvelles exigences et qu'il y a, on va dire, normalement, ce qui était prévu, une difficulté supplémentaire à atteindre, en fait, à atteindre les exigences. Donc 5 nouvelles méthodes. Donc pourquoi en fait ce que je disais sur il faut qu'on mobilise plus les professionnels de terrain parce que sur les cinq nouvelles méthodes, il y en a 4 qui sont orientées terrain et une seule qui est orientée management de pilotage. Des nouvelles exigences, donc l'apparition de la notion de critères impératifs. Alors c'est vrai qu'auparavant en fait on parlait de pratiques exigibles prioritaires, mais là en fait c'est beaucoup plus sanctionnant ou pénalisant puisque à partir du moment où on a un écart en fait sur un critère, en fait on a une fiche anomalie qui s'ouvre. Avec nous à l'époque on savait pas trop ce que ça allait donner, mais ce qu'on nous disait que c'était un risque de non certification. Et puis sur le risque infectieux, trois critères impératifs. Alors ce qui a été dit en fait, c'est qu'il y en a 2. Moi, je rajoute dans les impératifs un critère qui n'est pas spécifique au risque infectieux, mais qui inclut le risque infectieux, c'est ce qui concerne les indicateurs qualité sécurité des soins, les X. Donc voilà, c'est pas négligeable. Donc on peut se dire déjà qu'il y a une part belle faite au risque infectieux dans cette nouvelle version. Et donc ça veut dire, sachant tout cela, qu'il faut communiquer et préparer les équipes de façon importante. Donc comment on s'y est pris? Donc on a fait donc un diagnostic initial rapide donc sur les 5 critères qui concernent le risque infectieux. Donc voilà, ça on a confié le rôle à l'EOH, donc avec une cotation vraiment très rapide en disant oui je réponds ou partiellement ou un peu ou pas du tout. Des commentaires, notamment pour aussi essayer de mettre en valeur les points positifs sur les différents items, d'identifier les actions à mettre en œuvre, de les prioriser et puis de voir un petit peu ce qui existait en termes d'évaluation ou ce qui pourrait être fait en fait pour justement voir où est-ce qu'on se situait sur les critères. Ensuite, la définition du plan d'action. Donc c'est pour ça qu'il faut le faire en fait suffisamment tôt puisque ça va être qui vient bien évidemment en complément du plan d'action qui existe déjà sur la structure. Et puis en troisième étape, en fait une auto-évaluation. Donc là, c'est vraiment en utilisant les grilles HAS et qui permettent de faire ce qu'on appelle l'évaluation interne sur l'outil Calista. Donc là, plutôt confié en fait aux correspondants hygiène. Donc la réalisation de traceurs ciblés, d'observation, de participation au parcours traceur quand il y avait en fait des items sur les risques infectieux qui concernaient de la prise en charge identifiée. Donc ça, en fait, c'était préparé en fait entre la phase de lancement et 4 mois avant, puisqu'en fait, l'auto-évaluation, il faut qu'elle soit envoyée à la HAS 4 mois avant la visite. Donc, il fallait en fait que cette étape d'état des lieux soit finalisée dans ces délais. Ensuite, dans le dernier trimestre, donc dans les 3 derniers mois, donc là c'était plutôt orienté sur la préparation terrain, donc avec l'objectif de mobiliser sans monopoliser. Donc là, c'est une présence, on va dire, quand même intensive sur le terrain dans les différents services, plutôt en fait par service qualité, encadrement et
voilà, ben, pas trop risque infectieux parce qu'on était en manque, hein, vraiment en souffrance nous dans l'établissement donc pas de praticien hygiéniste, une cadre hygiéniste en fait qui est partie juste avant, enfin voilà, donc et pas d'infirmière hygiéniste. Donc ce qu'on a fait en fait, on a fait des fiches réflexes ou des fiches mémo. Alors une sur pour vraiment, alors elle a fait sur toutes les thématiques, mais en tout cas ciblée sur les risques infectieux, une qui concerne vraiment spécifiquement le risque infectieux, une sur les indicateurs qualité sécurité des soins, donc ce que c'était, les résultats de chacun des indicateurs et puis les actions qui avaient été mises en œuvre pour améliorer et une fiche réflexe sur les observations, voilà. Ensuite, ça a donné lieu. Ce qu'on a fait, c'est que donc on les a diffusés en fait aux différents professionnels. On les a reliés et puis on a fait un petit avec un petit porte-clés et chacun en fait pouvait avoir ses petites fiches réflexes au format A6, hein, donc c'est la moitié d'un format A4, donc c'est vraiment petit, avec l'information essentielle sur chacun des thèmes. Et en fait, on est allé selon un planning établi dans les différents services pour faire ce qu'on a appelé des petits déj qualité. Donc ça pouvait être aussi les déjeuners, mais voilà, on montait avec 3 croissants et un jus de fruits, et puis on allait échanger sur le sujet avec les équipes dans le service. Donc on a parlé des observations. Donc là, pour montrer aussi ce que je disais, qu'il y avait une part pas négligeable sur le risque infection en fait dans la nouvelle mouture de la certification, c'est qu'il y a un tiers des observations qui sont sur le risque infectieux. Donc les observations en fait, c'est une liste de 29 critères qui sont observés à chaque fois que les experts visiteurs vont dans un service. L'objectif étant de faire le maximum d'observations, donc plein d'observations par les différents experts visiteurs dans les différents services. Donc on a fait en fait des audits ciblés en fait sur les observations. Et puis ce qui était notre leitmotiv en fait, c'était aussi de changer. Enfin voilà, plutôt que de faire des choses très standardisées, c'était plutôt d'aller vers des outils ludiques qu'on a en fait égrenés dans le temps pendant toute la phase de préparation. Donc, il se trouvait que nous, on a eu une phase ça a tombé en plein pendant la période de Noël. Donc, on a fait les bonnes pratiques en papillote, où en fait, on a adjoint aux papillotes des questions avec les réponses au verso, comme ce qu'on a dans les papillotes, mais sur les différentes thématiques de la certification, et en particulier du risque infectieux. Comme je le disais, c'est tombé aussi pendant les vacances de Noël. Donc, on a fait le cahier de vacances de certif. Donc là, vraiment sous forme de jeux, de rébus, de mots croisés. Enfin, voilà. Donc, sur une dizaine de pages. On a essayé d'organiser en fait un challenge qualité donc sur les différentes thématiques avec une thématique tous les mois ou tous les 2 mois avec comme sur le principe d'un championnat sportif, hein, des manches avec un gagnant par manche et en fait un gagnant pour le championnat. La mobilisation demandée était telle qu'en fait on n'a pas réussi à aller au bout. Donc, moi, c'est quelque chose qu'on garde à l'esprit en fait pour la suite. On a ciblé, alors là, il y avait beaucoup d'éléments en fait. Donc, on a fait un montage photo avec des mises en situation. Et en fait, on a diffusé aux professionnels où on leur demandait après, donc c'était un petit livret, où on leur demandait en fait savoir si c'était une bonne ou une mauvaise pratique. Donc, on a fait avec une bonne partie en fait qui ciblée sur le risque infectieux. Et puis, on a fait une petite Bible qu'on appelait Tout l'univers. Voilà, c'était un petit peu, nous, notre référence quand on était gamin, voilà, de l'information. Donc, on a fait la même chose, mais sur la certification avec une présentation générique et puis après, une présentation des différentes thématiques. Donc, voilà, et donc là, on arrive dans la dernière ligne droite. Donc voilà, là je vous mets, c'est tout le détail en fait. Donc la fiche réflexe qu'on a fait sur le risque infectieux, et puis les différentes. Je rentre pas dans le détail. Vous l'aurez sur le diaporama des différentes observations qui touchent le risque infectieux et qui a donné lieu à nos audits ciblés.
Dans la dernière ligne droite, donc c'est dans le dernier mois, hein, donc ça c'était de la préparation individuelle, donc ça se faisait, ça ne peut se faire que quand on a le planning de visite définitif, où là en fait on a préparé des fiches mémo qu'on pouvait appeler des anti-sèches, hein, pour préparer ce qu'on appelle les entretiens professionnels. Voilà, c'est des entretiens avec des membres des équipes où voilà, on a des questions qui tournent autour de la vaccination, des vigilances sanitaires dont l'infectiovigilance, les épidémies, le plan blanc, la sécurisation et les situations sanitaires exceptionnelles. Voilà, et puis les plans d'action, pour connaissance et participation des professionnels justement à ces plans d'action. Donc ce qu'on a fait, en fait, on a repris les items, les questions, et puis on a nous, comité de pilotage, voire éventuellement certaines fois avec la direction, on a donné des éléments de réponse, on les a diffusés aux professionnels, et après ces professionnels, on les a rencontrés et on les a entraînés en fait aux réponses, et ils ont pu eux-mêmes en fait compléter les éléments de réponse qu'on avait initiés, notamment avec des exemples concrets dans leur service. Et puis on a entraîné aussi les praticiens avec une petite partie en fait sur quoi ils allaient être sollicités, et puis avec des éléments de réponse, et puis les points positifs qui pouvaient être mis en avant. Voilà, donc ça comment dire, ça a pris tout notre temps en fait dans le dernier mois de préparation. Pendant la visite, alors juste quelques conseils en fait, voilà, de nous, ce qu'on avait mis en place en fait, c'était je sais pas, une dizaine de minutes avant l'arrivée des experts dans les services, il y avait quelqu'un qui était affecté pour aller faire un petit check, voilà, de voir s'il n'y avait pas des grosses aberrations, voilà, qui pourraient nous porter préjudice avant que les experts visiteurs passent. D'organiser après un retour d'information des équipes après chaque entretien ou chaque visite de service, de préparer au regard de ce retour d'information des éléments de réponse, des documents pour les débriefings du matin, parce qu'en fait, les experts visiteurs, et en tout cas l'HS, ne pourra prendre en compte que des éléments en fait qui ont été vus ou qui étaient présents au moment de la visite, et pas ce qu'on a pu faire après. Donc ça, c'est important après pour la phase de réponse au rapport de visite et au rapport de certification. De réagir vite, mais pas trop, parce qu'en fait, il y a des choses qui sont dites ou des remarques qui sont faites par les experts visiteurs, mais qui ne sont pas restituées au moment du débriefing. Donc ça sert à rien non plus de courir. On peut préparer, mais pas forcément mettre en œuvre ou en parler aux experts visiteurs. Et puis les retours post-visite, donc avec les échanges qu'on a pu avoir par rapport au pilotage. Et moi, je me souviendrai en fait d'une infirmière qui est venue vers moi qui m'a dit on n'aurait pas réussi, ou on a eu ce résultat-là parce que il y a eu une bonne préparation. Et puis le deuxième élément, c'est que c'était une meilleure préparation que les précédentes visites. C'est surtout dû en fait au fait qu'on connaisse justement les questions, en fait que les grilles d'évaluation soient partagées entre l'établissement et les experts visiteurs. Et donc forcément, on a pu beaucoup mieux cibler les questions professionnelles. Voilà, merci pour votre attention. Merci beaucoup, Monsieur Marion. On va passer au temps de questions-réponses. Donc, on a eu plusieurs questions pendant les présentations. On va essayer d'y répondre au maximum que l'on peut. Par contre, ne posez vos questions qu'à l'écrit. On ne peut pas vous donner la parole. Vous êtes trop nombreux. Vous êtes plus de 350. Donc, en fait, on ne peut pas gérer des temps de parole des participants. Donc, par contre, n'hésitez pas à poser vos questions dans l'onglet questions par écrit. Donc, il y a plusieurs questions qui ressortent, notamment sur lors du déroulé de la certification. Est-ce que les soignants ou les médecins ont été questionnés par les experts visiteurs?
Donc Mélanie, Delphine, si vous pouvez faire un retour sur vos visites, est-ce que les médecins ont été interrogés ou pas? Les médecins, j'ai un doute, mais les autres soignants, oui. Peut-être Infirmiers, Delphine, aides-soignants. vas-y d'abord, et Mélanie après. Ah, excuse-moi. Vous m'entendez? Ça marche ou pas? On t'entend pas, Delphine? J'ai activé Moi, je mon t'entends, micro. Delphine, donc je sais pas. Les infirmiers aides-soignants, oui, et les médecins, j'ai un doute, mais ils peuvent être interrogés, oui, oui. Après, ça va dépendre des critères, mais s'ils croisent un... Alors souvent, ils suivent, s'ils font un parcours patient ou un patient traceur, j'ai un doute sur une des deux méthodes, ils vont suivre un soignant, en fait, dans ses soins, etc. Donc oui, oui, ils interrogent. Alors nous, pour ma part, j'ai surtout vu les experts visiteurs interroger plutôt les médecins qui étaient infectiologues, notamment sur la prescription d'antibiotiques. Comment c'était effectué sur l'établissement, s'il y avait des alertes au niveau des antibiotiques, des réévaluations. Et pareil, du coup, à la question, est-ce que l'idéogéniste accompagne les experts visiteurs sur le terrain? Donc, Mélanie, tu avais commencé un peu à répondre, je crois, dans ta présentation, où tu disais que sur le traceur ciblé, tu avais accompagné. Je suppose que Delphine, c'est pareil pour toi, non? Oui, tout à fait. Après, c'est une demande de l'expert de faire intervenir l'équipe d'hygiène ou non, mais il peut demander à ce que l'hygiéniste soit présent ou pas. Donc l'IDE ou le praticien. Après, je pense que c'est expert dépendant. Et nous, on a été demandé pour un traceur ciblé, mais l'IDE n'a pas été convoqué, si je peux parler comme ça, pour le reste. Donc je pense que ça dépend vraiment des experts. Mais oui, il faut se préparer à ça. Moi, j'ai pu intervenir à 3 ou 4 reprises, je crois, sur le terrain, et une intervention en salle avec l'auditeur, enfin avec l'expert, pardon. On avait également une question sur est-ce que vous pourriez donner des exemples aussi, peut-être, monsieur Marion, sur les éléments de preuve que sont faits sur, sur certains critères HAS de certification, les exemples que vous avez eu quels pas clair. En gros, est-ce que les experts vous ont-ils demandé des documents, des choses pour valider la certification au niveau de la HAS, au niveau de la certification HAS? Alors, ils nous ont très peu demandé de documents, c'était vraiment des documents ciblés. En fait, nous, ce qu'on avait fait, on avait vraiment préparé les éléments principaux en amont. Donc, on n'a pas beaucoup de demandes de documents preuves complémentaires pendant la visite. Et Mélanie, on nous pose une question. Est-ce que tu peux décrire un peu plus la méthode de visite de risque, s'il te plaît? Alors, je suis en train de passer mon DU. C'est pour ça que j'en ai parlé. Je l'ai découvert en fait lors d'un cours en fait sur la gestion a priori. Du coup, c'était une méthode qui était décrite dans nos cours et que je trouvais qui correspondait un peu à ce que j'avais pu effectuer, mais qui était beaucoup plus structurée. Je pourrais vous donner les slides de ce cours si vous le souhaitez. Donc ça décrivait vraiment cette méthode sur le terrain, sur l'ensemble en fait de l'établissement pour un petit peu faire comme il y a un petit peu une cartographie des risques sur l'ensemble de l'établissement, mais plutôt une méthode de terrain et d'audit et aussi observationnelle. C'était plus d'avoir quelque chose de plus structuré. Je sais pas si il y a d'autres.
pareil, on nous demande aussi si les experts se penchent beaucoup sur les procédures. Alors, je pense que c'est plus du tout c'est plus la V2014, comme ça, ils étaient très sur la cartographie des risques et les procédures. Là, ils sont vraiment très très sur le terrain et les procédures, ils les regardent vraiment. S'il y a un truc qui tique sur le terrain, ils vont aller plus en profondeur. Mais sinon, globalement, ils les regardent pas trop. Enfin, je sais pas si vous me confirmez, Mélanie et Delphine, mais Oui, mais ils ont Oui, pas, je confirme. ils les ont consultés directement via notre logiciel, mais ils ne les ont pas demandés directement. Est-ce que vous pourriez décrire un peu plus en détail vos temps de rencontre avec les experts visiteurs? Comment ça se passait de manière générale? Est-ce que c'était plutôt des temps de réunion? Est-ce que c'était directement plutôt dans les services? Voilà. Je peux commencer. Du coup, nous, on a fait un traceur ciblé sur 2. On était dans le bureau de la cadre de santé du service avec 2 autres soignants, une infirmière et une aide-soignante du service. Donc, il y avait mon IDE, moi, la cadre, l'experte et 2 autres soignants du service. Donc, isolés dans son bureau. Et sinon, pour l'audit système maîtrise des risques, pardon, on était en salle de réunion également. Donc, voilà. Donc, assez au calme, tranquillement. C'était posé. Pour ma part, il y a eu un point en salle de réunion aussi avec un expert visiteur. Il n'y avait pas d'autres personnes que moi. Et un autre point, 3 autres interventions sur le terrain. Il y a eu même 4, pardon. Il y a eu 2 interventions pour revoir les précautions complémentaires et il y a eu une intervention au bloc pour tout ce qui était les dispositifs médicaux réutilisables en endoscopie. Et le 4e temps, je sais plus c'était exactement lequel, mais je sais que c'était 4 fois. Mais c'était sur le terrain. Et si je peux préciser pour l'audit système. Ah, pardon. Non, vas-y, la parole. Pour l'audit système, j'étais pas toute seule. Il y avait la directrice de l'établissement, le président de la CME, la qualité, le chef de la logistique des services techniques. Donc, j'ai jamais été toute seule. On n'a jamais été tout seul avec l'expert. on a une autre question notamment sur, je ne sais pas si c'était le cas pour vos visites de certification, mais on nous demande quelle était la réaction des visiteurs face à des professionnels vacataires, notamment médecins, qui ne connaissaient pas l'établissement de santé, ni tous les indicateurs qui s'en suivent et les procédures, etc. Est-ce que c'était le cas dans vos établissements respectivement, à vous trois? J'ai pas rencontré ce genre de situation dans mon établissement autour des vacataires. Moi non plus, ça ne me parle pas. Enfin, ça n'a pas été évoqué en réunion ensuite. Après, comme je l'ai dit, il ne faut pas hésiter à expliquer le contexte, son poste, expliquer qu'on est vacataire et qu'on fait une journée par semaine, par exemple. Après, ça n'excuse pas de ne pas savoir certaines choses, mais c'est sûr qu'un médecin qui vient faire une journée dans un service, qui ne connaissent pas les consommations de solutions hydroalcooliques, est-ce que c'est grave versus une infirmière qui est tout le temps là et un médecin qui est tout le temps là et qui lui ne le sait pas. Voilà, je pense qu'il ne faut pas hésiter à expliquer sa position dans l'établissement et le contexte, son contexte. Après, c'est très expert dépendant. Hein. Enfin, si vous avez des experts qui sont pas très sensibilisés aux risques infectieux, ils vont pas plus rentrer dans les détails que ça. Hein. Pardon, je suis assez bavarde, mais il n'y a pas que le risque infectieux, il y a énormément d'autres critères. Donc c'est vrai qu'ils ont tellement de choses à voir aussi que
voilà, s'il n'y a C'est pas hyper quelque bien. chose qui les alerte, ils vont passer leur chemin. Et pareil, on a les dernières questions, je pense, du risque infectieux et du port d'alliance. Quelles étaient vos techniques respectives pour gérer les gens, soit qui refusaient de retirer leur alliance ou ne pouvaient pas retirer leur alliance? Est-ce qu'il y avait des techniques particulières dans la préparation de votre certification qui a fait que vous avez réussi à avoir le 0 bijou le jour J? Mélanie, si tu veux commencer. Oui. On leur coupe les doigts. Non. Nous, on a fait beaucoup de terrain et de prévention sur l'hygiène des mains, dont les bijoux. Il y a toujours des personnes réfractaires, donc c'est pas toujours évident, effectivement. On a pu faire intervenir le laboratoire Agnos qui nous a accompagnés sur le terrain pour faire lever des freins, notamment à l'utilisation de la solution hydroalcoolique, et aussi l'importance en fait de retirer les alliances, les bijoux, notamment à travers le fait de montrer des géloses et des études qui ont montré qu'il y avait des présences de micro-organismes sur les bijoux, même sur les alliances lisses, qui sont micro-striés quand on regarde au microscope et que les micro-organismes restent stagnés à l'intérieur et la solution hydroalcoolique n'est pas efficace dessus. Donc ça a permis de faire retirer quand même pas mal de bijoux qui pouvaient être présents, notamment en salle de réveil, sur notre établissement et dans certains services également. Et de mon côté, donc nous c'est lors du quick audit sur les prérequis à l'hygiène des mains où on a formé les gens. Après, c'est vrai que les gens qui portent leur alliance, qui veulent pas les enlever, c'est très compliqué. On a réussi à faire enlever des bracelets, mais les alliances, vraiment pas. Après, c'est comme ça. Après, vous aurez toujours des soignants qui vont se mettre tout bien tout propre les jours de la certification, puis une fois passés, reprendront leurs mauvaises habitudes. Ça, c'est comme ça aussi, c'est le côté humain. Voilà, j'ai pas plus de choses à apporter que Mélanie sur mon expérience par rapport à ça. Alors, je me demande aussi également si vous pouvez aller un peu plus en détail sur les critères qui vous ont été demandés sur le bloc opératoire, dans la préparation opérée. On nous a surtout demandé ce qu'on avait pu mettre en action sur le bloc, comment se déroulait en fait la préparation cutanée sur l'établissement, à partir du moment de la consultation jusqu'à la préparation cutanée au sein du bloc. Donc on a expliqué le déroulé de ce qui était mis en place et sur l'établissement, on a vu une problématique infectieuse qui était ressortie. On avait investigué et du coup, on a mis en avant aussi cette investigation, dont l'audit pré-op de SpeakMe qu'on a pu mettre sur quelques jours sur l'établissement, où j'ai pu être accompagnée par le CEPIAS sur ce moment d'audit que je maîtrisais pas du tout parce que moi le bloc opératoire je le maîtrise pas. Ça a permis aussi de mettre en avant les actions qui ont pu être menées, qui étaient encore en cours sur l'établissement pour corriger en fait tenter de corriger du moins les problématiques qui ont pu être soulevées suite à cet audit. Et c'est vrai que les experts visiteurs ont beaucoup aimé en fait le fait d'avoir investigué, d'avoir audité, d'avoir essayé de mettre des choses en place sur l'établissement. Il n'y avait pas vraiment de critères, il n'y avait pas vraiment un questionnement préétabli. C'est que suite à ce qu'on disait, ils embrayaient sur d'autres questions. C'était plutôt un moment d'échange qu'un questionnement direct. Merci Mélanie. Delphine, tu as des choses à rajouter par rapport à ça Alors sur Trévoux, j'ai pas de bloc opératoire. J'en ai sur Villefranche, mais on passe la certif dans quelques mois, donc pour le moment,
faire un retour d'expérience, ce serait un peu compliqué. Ouais. C'est sûr. On a une question pour toi, Mélanie. On me demande si tu as fait un tableau récapitulatif de tous tes résultats de prélèvement, tout ce qui est RO surface, pour présenter aux experts visiteurs. L'organisation au sein de l'équipe fait qu'on synthétise tout sur un tableau dès qu'on a des résultats. Donc, si ils avaient une demande particulière, je pouvais leur fournir un tableau synthétique de l'année par rapport au suivi. Donc, ça a permis aussi de faciliter la mise en place des éléments de preuve. Et pareil pour les DMR, le suivi est fait sous forme de tableau synthétique, des prélèvements, des suivis. Donc, on pouvait fournir tous ces éléments-là facilement. Ok, merci. Je refais un peu le tour des questions, voir s'il y a des thèmes qui n'ont pas été abordés. Alors, on pose une question intéressante. On demande s'il faut avoir un guide formalisé et écrit à tous les éléments de preuve qu'on a réunis, ou si les informations données à l'instant T suffisaient. L'instant T suffisait pour mon cas. Ou alors revenir vers les experts après si besoin, mais j'avais eu besoin de faire un guide ou un dossier complet pour eux. Nous, c'était pareil, on avait centralisé sur un fichier informatique et un dossier papier pour ce qui n'était pas informatisé. Mais on n'a jamais eu besoin de fournir certaines pièces, sachant qu'on a un logiciel qui centralise quand même pas mal de comptes rendus, de CREX, etc. Donc je pense qu'ils ont pu y accéder s'il y avait besoin sans problème. Mélanie, on demande aussi si les tensiomètres, les pompes et autres dispositifs que tu pratiques lors des soins sont considérés comme des dispositifs réutilisables aux yeux des experts visiteurs. On n'a pas posé cette question-là. Après, les méthodes de désinfection de ces dispositifs-là sont plutôt bien maîtrisées dans les services, mais j'ai pas eu de questions de cet ordre-là, moi, directement. Peut-être que, du coup, les soignants, eux, sur le terrain, ont été sollicités sur ces questions-là. Si je peux préciser, je pense qu'ils sont, enfin, c'est des DM réutilisables, donc oui. Après, je pense qu'il faudrait lire la fiche du critère plus précisément, mais je pense que c'est plus vers l'endoscopie, les instruments chirurgicaux vers lesquels ils se tournent. Hein. C'est vrai que dans les services, enfin, c'est plus s'ils voient quelque chose d'aberrant dans un service où ils vont creuser ce sujet-là, je pense. Mais oui, de base, c'est sur des DM réutilisables, donc. On a beaucoup de questions aussi pour savoir si on peut mettre à disposition des modèles, soit des modèles d'outils de communication, de grilles d'audit, de fiches réflexes qui ont été faits par les établissements qui ont déjà passé leur certification. Donc, en fait, au niveau du GPRI, nous, on a plutôt idée justement de faire une espèce de boîte à outils pour ceux qui préparent leur certification avec ce type d'éléments-là. Donc, prochainement, ça serait quelque chose qui serait éventuellement en ligne.
Et je suis en train de faire le tour des questions. Je pense qu'on a fait à peu près le tour des questions. Donc, il est 14h25, donc le timing est pas trop mal. Je vais te laisser faire le mot de la fin, Delphine. Alors, c'est Stuti qui devait faire le mot de la fin. Stuti. Mais, ouais. Alors, Stuti. Vous m'entendez? Ouais. Était présent pour... C'est bon? Alors, je vous remercie tous d'avoir été présents pour ce premier webinaire. Déjà, pour nos intervenants, merci beaucoup d'avoir pris le temps pour partager vos expériences, je pense, très précieuses pour tout le monde. Et je remercie tous les participants d'avoir posé autant de questions et d'être présents et de nous avoir fait confiance, en tout cas, pour ce premier webinaire. On va vous mettre, comme on disait, une vidéo, je pense, en replay sera disponible via un lien qui vous sera envoyé parce que vous êtes inscrit ou pour les adhérents SF2H qui le recevront. Et puis, on va essayer de vous concocter, si on y arrive, un petit guide également pour vous aider. Pour la suite des événements, il y aura un autre webinaire de prévu. Pour l'instant, le thème n'est pas encore complètement arrêté pour 2023. Vous allez recevoir une enquête, soit directement ici à la fin du webinaire, soit par mail. N'hésitez pas à y répondre parce que ça nous donnera des idées sur quelles sont les thématiques qui vous intéressent le plus pour qu'on puisse aller dans ce sens-là. Et on est aussi en train de vous concocter un petit guide de formation sur comment on accède au métier de praticien, infirmier, technicien, praticien hospitalier en prévention du risque infectieux. Donc, je vous remercie tous et puis on vous dit tous à bientôt. Merci.